Nous avons ce soir le plaisir de poursuivre notre cycle de conférences qui a été organisé par l'Assemblée de Corse, après d'ailleurs un vote de l'Assemblée. Donc, ce cycle de conférences à l'occasion de la commémoration de la mort de Napoléon Bonaparte se fait en partenariat entre la collectivité de Corse, le laboratoire, l'UMR, l'ISA, CNRS de l'Université de Corse, ainsi que la délégation corse du souvenir napoléonien. Alors, nous avons d'ores et déjà reçu une dizaine de conférenciers et ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Jean Tullard, donc historien, le spécialiste de Napoléon Bonaparte et de son époque, agrégé d'histoire, docteur ès lettres, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne et à l'IEP de Paris. Il a été président de l'Institut Napoléon. Je disais, c'est le spécialiste de Napoléon, mais également, ce que l'on sait moins, du cinéma. Il a écrit, pour s'en tenir à la matière napoléonienne et à l'époque napoléonienne, il a écrit donc sur un grand nombre de personnages, Fouché, Murat. Il a écrit un grand nombre d'ouvrages, évidemment, sur Napoléon Bonaparte. Je citerai simplement le dictionnaire qu'il a dirigé, le dictionnaire Napoléon, particulièrement précieux, qui a été publié en 1999. Donc, je vais sans tarder laisser la parole à Jean Tullard pour sa communication sur le thème suivant, quand Napoléon écrivait dans sa jeunesse sur la Corse. Je vais laisser la parole à Jean Tullard en lui disant tout le plaisir que nous avons à le recevoir ce soir. Merci, Monsieur le Président. Comment oublier, en cette année du bicentenaire de sa mort, que Napoléon, dans sa jeunesse, n'a eu qu'une obsession, la Corse. C'est ce que montrent ses écrits de jeunesse, notes de lecture, esquisses d'études historiques, brouillons de romans, essais inachevés, et il y attacha toujours une grande importance, même si ses idées ont évolué par la suite, au point qu'il conserva ses manuscrits jusqu'en 1815, à l'exception du souper de Beaucaire qui, lui, avait été imprimé. Après sa seconde abdication, il fit de ses papiers deux lots. L'un comprenait tous les écrits, manuscrits, de 1785 à 1792. Ce lot, il le remit à son oncle, le cardinal Fesch. Le second contenait alors la période de 1793 à 1795, et là, Napoléon l'a conservé et l'a emporté à Sainte-Hélène. Le cardinal Fesch garda son lot à Rome et à sa mort en 1839, son premier grand vicaire lyonnais, conscient que ses papiers devaient être importants, les rapporta à Lyon. Des indiscrétions coururent alors et on se passionnait effectivement pour Napoléon depuis la publication du mémorial de Sainte-Hélène en 1823, et ça allait être le retour des cendres. Bref, ce paquet suscita une très vive curiosité et le fameux mathématicien Libri, devenu inspecteur des libraires et grand collectionneur de manuscrits, acheta ceux de Napoléon au grand vicaire. Il en publia quelques fragments dans la Revue des Deux Mondes et dans l'Illustration, puis Libri, dont les affaires n'étaient peu florissantes, vendit ensuite ces documents à Lord Ashbury. Le fils de celui-ci les revendit cette fois à la bibliothèque laurentienne de Florence, Florence, berceau de la famille Bonaparte, et c'est à Florence que vous pouvez aujourd'hui encore, à la Laurentienne, les consulter. C'est dans ce lot que figurent les principaux écrits de Bonaparte sur la Corse. Et ils ont été publiés par Frédéric Masson, assisté de l'érudit Biaggi, en 1895. Frédéric Masson les a publiés sous le titre Écrits de jeunesse de Napoléon, mais sans appareil scientifique, sans grand souci de la lecture des manuscrits et sans index. Il n'a publié que ce lot
parce qu'il ignorait ce qu'était devenu le deuxième lot que Napoléon avait emporté à Sainte-Hélène. Après sa mort, c'est le médecin Antomarchi qui fit main basse sur tous les souvenirs et qui les récupéra et les vendit au comte polonais Titus Zielinski. Ils furent retrouvés et à leur tour publiés par un érudit polonais, Simon Askenazy, en 1929, mais là encore sans appareil critique. J'ai réuni ces deux lots dans une édition critique en 1967 pour la Société encyclopédique française, édition critique reprise ensuite par un autre éditeur, Tchou. Ce long préambule pour rappeler que les documents qui seront cités sont parfaitement authentiques. Ils sont de la main de Napoléon. Alors, quand Napoléon commence-t-il à écrire? Vous le savez, c'est le 5 décembre 1779 que Charles Bonaparte emmène son fils Joseph et Napoléon sur le continent pour qu'ils poursuivent leurs études. Ce sera pour Napoléon le collège d'Autun, Brienne et puis l'école militaire de Paris, dont il sort en 1795. Napoléon, 1785, veuillez m'excuser. Napoléon est ensuite affecté au régiment de la Fère, où il arrive en novembre 1785, et il est affecté à une compagnie de bombardiers, et il loge chez une demoiselle Bou, et il voit peu de monde. Alors, à ce point, nous arrivons donc cette année 1785, où il entre enfin dans la carrière militaire. À ce point-là, il faut faire trois observations. La première, c'est que Bonaparte n'a pas revu la Corse depuis 1778, soit depuis 7 ans. Deuxième observation, il parlait mal le français quand il arrive dans l'enseignement français. Il est donc l'objet de brimades, de moqueries, et d'autant plus que la noblesse des Bonaparte apparaît à Paris comme un peu douteuse. Enfin, il a choisi la carrière militaire, ou du moins, on a choisi pour lui la carrière militaire, mais c'est une carrière qui, depuis la fin de la guerre d'indépendance d'Amérique, n'offre plus les occasions de briller. Louis XVI est un souverain pacifique, et donc, dans une ville de garnison comme celle où se trouve Bonaparte, il ne se passe rien. La gloire des armes lui est fermée. Alors, il reste la plume. Et en effet, à l'époque où Bonaparte s'installe donc à l'affaire, ce sont les écrivains qui dominent, ce ne sont plus les généraux. C'est Voltaire, c'est Rousseau. Et c'est par la plume qu'on s'impose. Et dans l'armée, on en a conscience. On peut prendre l'exemple de Carnot, qui écrit un éloge de Vauban. On peut prendre l'éloge de Gassendi, qui a été l'auteur d'un épître sur un vieillard à son dernier ami. Et puis, il y a aussi Laclos, avec les liaisons dangereuses. Et donc, eh bien, par la force des choses, Napoléon va écrire. Et sur quoi pourrait-il écrire, sinon sur la Corse? Je voudrais répondre à un dernier point. Pourquoi Bonaparte a-t-il été envoyé par Marbeuf faire ses études sur le continent? Bien entendu, on parlera d'une liaison entre Marbeuf et Madame Mère. En réalité, c'est surtout parce que la politique très intelligente de Marbeuf essayait d'intégrer les Corses dans la société française et donc en obligeant Napoléon à faire des études comme officier sur le continent, il en faisait un militaire au service de Louis XVI parfaitement intégré. L'ennui, c'est que le système imaginé par Marbeuf, vous allez le voir, n'a pas fonctionné. En effet, alors que Marbeuf espérait faire de Bonaparte un parfait officier de Louis XVI, c'est l'inverse qui se produit. L'officier se transforme en patriote corse. Corse il est, Corse il se veut. Son premier écrit date du 26 avril 1786. Je cite: «
C'est aujourd'hui que Paoli entre dans sa 61e année. Son père, Hyacinthe Paoli, aurait-il jamais cru, lorsqu'il vit au monde son fils, que celui-ci serait compté un jour au nombre des plus braves hommes de l'Italie moderne? Les Corses étaient en ces temps malheureux, écrasés par la tyrannie génoise. Et donc, on voit comment, à partir de Paoli, il va se poser la grande question, les Corses avaient-ils le droit de secouer le joug génois? Et bien entendu, il répond par l'affirmative. Et de citer tous les héros de l'indépendance corse qui ont combattu Gênes, de San Pietro à Gafori, et il montre que la nature du contrat social fait qu'un corps de nation peut déposer un prince, peut se soulever contre une domination. Ainsi, écrit-il, les Corses ont pu, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des Français. Amen. C'est quand même assez frappant. C'est un officier français dans une garnison française et qui est en train de plaider pour l'indépendance de la Corse. Suit un autre texte daté, selon Frédéric Masson, du 3 mai 1786, qui a été publié par Libri d'ailleurs en 1842 et commenté sévèrement par Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe. Ce texte est très connu. Est-ce un exercice de style? Est-il sincère? A-t-il reçu de mauvaises nouvelles de Corse? En tout cas, voici ce qu'il écrit, toujours dans sa garnison, condamné une sorte d'oisiveté, quelques parades, quelques exercices militaires, et c'est tout. Toujours seul, au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la morosité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd'hui? Du côté de la mort. Je suis absent depuis 7 ans de ma patrie. Quel plaisir goûterais-je à la revoir et revoir mes compatriotes et mes parents. Mais quel spectacle verrais-je dans mon pays? Mes compatriotes chargés de chaînes et qui baisent en tremblant la main qui les opprimait. Ce ne sont plus ces braves Corses qu'un héros animé de ses vertus, ennemi des tyrans, du luxe, des villes, courtisans français. Non content de nous avoir ravis tout ce que nous chérissions, vous avez encore corrompu nos mœurs. Le tableau actuel de ma patrie et l'impuissance à la changer est pour moi une nouvelle raison de fuir une terre si je suis obligé par devoir de louer des hommes que je dois haïr par vertu. Voyez que ce texte montre à la fois le désespoir de Napoléon et l'oppression dont il pense qu'est victime la Corse à ce moment-là sous Louis XVI. Alors évidemment, la tentation du suicide, on dira qu'il lit Werther de Goethe, le suicide est à la mode. Néanmoins, il n'en reste pas moins que la morosité d'une vie de garnison explique aussi ce désespoir, cette dépression de ce jeune officier. Heureusement, voici que surgit un congé semestriel qui va lui permettre de revoir enfin la Corse. Il y arrive le 15 septembre 1786. Il écrit « Je suis donc arrivé dans ma patrie 7 ans et 9 mois après mon départ. » Il ne la quittera, car il s'y plaît tellement, que le 1er septembre 1787. Il faut dire que la vie de garnison était certainement très agréable, puisqu'on a des permissions qui durent plusieurs mois et qu'apparemment on ne semble pas s'inquiéter beaucoup de son absence à l'affaire. Mais lorsqu'il la quitte le 1er septembre 1787 pour rejoindre sa garnison, l'obsession le reprend. Il rêve maintenant d'écrire l'histoire de la Corse et de ses aspirations à la liberté. Le 17 novembre, il écrit « J'ai à peine atteint l'âge », il ne précise pas son âge,
dans le manuscrit. Et cependant, je nourris la volonté de prendre le pinceau de l'histoire. Chers compatriotes, toujours, nous avons toujours été malheureux. Aujourd'hui, membres d'une puissante monarchie, nous ne ressentons de son gouvernement que les vices de sa constitution, et ainsi malheureux, nous ne voyons de soulagement à nos maux que dans la suite des siècles, c'est-à-dire dans l'histoire. Donc la Corse est opprimée. Il est évident qu'il va être très difficile, il n'y a plus Paoli, de soulever la Corse contre la domination du roi, et par conséquent, il faut écrire l'histoire de la Corse pour rappeler ses heures de gloire et peut-être susciter de nouveaux héros. C'est un nouveau séjour, le deuxième séjour, qu'il effectue dans l'île du 1er janvier 1788 et il ne la quitte qu'en mai 1788. Il est désormais dans la garnison d'Aussonne et donc la vie de garnison reprend. Il écrit à l'archidiacre Lucien, qui est le chef de famille, « Je n'ai ici d'autres ressources que le travail. Je ne m'habille que tous les 8 jours. Je dors très peu, depuis une maladie, il a attrapé des fièvres. Je me couche à 10 heures et suis levé à 4 heures du matin. Je ne fais qu'un repas. » Voilà toujours cette situation qui vous explique la nostalgie de la Corse, qui vous explique, au fond, cette révolte de Bonaparte. La vie de garnison sous Louis XVI, c'est lugubre, il ne se passe rien, du moins en apparence, du moins dans une garnison, car en même temps, les événements bougent. Mais apparemment, Bonaparte ne semble pas s'en occuper beaucoup. Il lit pourtant, il prend d'abondantes notes, il rédige même un mémoire, cette fois, sur la disposition des canons pour donner plus d'efficacité à leur tir. Mais alors que la Révolution commence à bouger, nous sommes maintenant approchons de 1789, eh bien, il s'intéresse uniquement aux origines financières de la Révolution. C'est ainsi qu'il va commenter le compte-rendu de Necker, qu'il lit et annote les mémoires de l'abbé Terré. Bref, il écrit beaucoup à partir de ses notes et on relève dans ses observations qu'il ne cache pas, c'est très révélateur, son aversion pour le principe monarchique. Ainsi, cette observation, notée le 23 octobre 1788, « Il n'y a que fort peu de rois qui n'eussent pas mérité d'être détrônés. » Cette haine de la monarchie, c'est en fait la haine de la monarchie française. Et à mesure qu'elle est en train de s'effondrer, il ne dissimule pas son hostilité contre les conquérants de son pays. Et cette haine contre le pays qu'il sert par ailleurs comme militaire, alors qu'il touche une solde, alors qu'il fait des exercices en faveur de l'armée française, eh bien voilà que cette haine éclate dans une fiction imaginée par Bonaparte et qu'il intitule La Nouvelle Corse. Nous l'avons vu écrire des mémoires, vouloir écrire l'histoire de la Corse. Là, c'est une œuvre de fiction, c'est un roman qu'il veut écrire, bien entendu sur la Corse toujours, un roman qui est à la fois inspiré par Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qu'il a sûrement lu, et par Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Donc, le narrateur de cette nouvelle échoue sur une île déserte où il découvre un vieillard et sa fille. Et ce vieillard l'accueille et lui raconte ce qui s'est passé et la raison pour laquelle il se trouve avec sa fille isolée sur cette île déserte. J'ai passé la vie en Corse et avec elle, j'ai connu un violent amour pour mon infortunée patrie et pour son indépendance. Donc, ce héros est un Corse. C'est un Corse et il rappelle comment les Français ont contraint Paoli à s'exiler et la nation à se soumettre. Alors lui, il n'a pas voulu se soumettre
Et donc, il est parti et il explique, j'ai juré de ne pardonner à aucun Français. Il s'est donc retiré sur cette île déserte, loin de la Corse natale, et donc il vit là, et un beau jour, il assiste au naufrage d'un navire français. Et il aperçoit les naufragés, il les aide, il les sort de l'eau, et, je cite Napoléon, après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français. C'est quand même significatif de ce qu'écrit Bonaparte à cette époque. Et cela résume bien l'esprit de la Nouvelle-Corse qui tourne court. Et alors que la Révolution éclate, voilà qu'il obtient un nouveau congé pour la Corse, car c'est la Corse qui l'obsède, un nouveau congé fin septembre 1789. Je vous rappelle, dans l'intervalle, s'est déroulé le 14 juillet. Je vous rappelle qu'il est officier de l'armée de Louis XVI et que donc il devrait rester sur le continent pour maintenir l'ordre. Pas du tout. Il obtient un congé, ce qui vous montre combien l'armée française est en train à ce moment-là de se décomposer, et il obtient un congé qui part de fin septembre 1789 jusqu'à février 1791. Donc il est constamment absent de sa garnison et il passe une partie maintenant de cette époque, de sa maturité, il la passe en Corse. Et lui reprend cette idée d'écrire une histoire de la Corse. Il reprend son projet, il le conçoit sous la forme de lettres sur la Corse qu'il souhaiterait adresser d'abord à Necker, puis finalement à l'abbé Rénal qui a été son maître à penser et qui vit encore à l'époque. Donc, il va réunir une documentation avec notamment le livre sur la Corse de l'anglais Boswell, puis il va lire aussi une histoire des révolutions de la Corse, et il se met au travail, il va écrire cette histoire de la Corse qui fait encore défaut, du moins à ses yeux, car l'anglais Boswell ne connaît pas assez la Corse, et il n'y a pas d'ouvrage véritablement comme il l'en souhaite. La première lettre va de la préhistoire de la Corse à l'arrivée en Corse des Génois. La deuxième lettre va du XIIe siècle à la San Piero Ornano, c'est-à-dire au premier combat pour l'indépendance. Et la troisième analyse la politique de l'empereur d'Autriche Charles VI envers la Corse. Donc voilà l'esquisse qui commence, et vous voyez, c'est très sérieux, c'est pas une histoire de la Corse tout à fait anecdotique, c'est très savant, et il a esquissé ce travail, et donc il soumet le projet à Paoli le 16 mars 1791. Et il s'attire un refus de Paoli. Paoli lui déclare « L'histoire ne s'écrit pas dans les années de jeunesse ». Alors, au demeurant, Paoli n'a pas tous les torts. Il est incontestable que Napoléon n'est pas un historien très rigoureux et que sa passion l'entraîne. Il n'a pas l'objectivité nécessaire. Mais en même temps, on sent qu'il agace Paoli. Il est trop corse, il a son ego trop dimensionné. Et donc, les rapports entre Paoli et Bonaparte se refroidissent. Certes, dans sa lettre à Buttafauco, qui était député de la Corse et qui, lui, était favorable à la France et combattait Paoli, il va défendre Paoli, il va critiquer son adversaire. Et puis, il va continuer à écrire. Il rentre en France, il est affecté d'Auxonne à Valence en juin 1791. En juin 1791, la Révolution continue son cours. On cherche dans les écrits, on a peu de lettres de Napoléon à cette époque, on cherche une trace de la Révolution française. La Révolution ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la Corse. Pourtant, c'est un événement considérable qui est en train de se produire en France. Mais bon, alors il est donc affecté à Valence en juin 1791 et à peine arrivé à Valence, il s'en va.
pour un 4e séjour en Corse de septembre 1791 à mai 1792. Avouez que véritablement les congés dans l'armée sont vraiment très généreux. Et là, il participe alors vraiment à la vie de la Corse. Autant il est resté indifférent à ce qui se passe en France, autant là, il s'engage dans la vie politique corse. Il devient lieutenant-colonel du 2e bataillon de volontaires corse. Et puis, il revient en France en mai 1792. C'est là qu'il se trouve à Paris au moment où, le 10 août, la monarchie est renversée, où les Tuileries sont prises d'assaut. Il assiste à cette attaque. Il est officier, toujours, de l'armée française, mais il n'y assiste qu'en spectateur, avec ce mot qui résume sa pensée, quel coglione, quel couillon que ce roi Louis XVI, authentique que Bourrienne nous a conservé. Et à nouveau, le voilà reparti en Corse le 15 octobre 1792 pour un 5e séjour. Mais la situation encore s'est dégradée pour lui. Il est de plus en plus en but à l'hostilité des partisans de Paoli, puisqu'il refuse de se soumettre entièrement à l'autorité de Paoli. Et finalement, le 11 juin 1793, il quitte la Corse, chassé par les partisans de Paoli. C'est un départ définitif. Il n'écrira plus sur la Corse. Elle sort de ses pensées immédiates. Certes, il y aura une correspondance administrative touchant la Corse, qui est d'abord 2 départements, puis en septembre, le 18 avril 1811, un seul département. Bref, mais la Corse semble sortir de ses pensées. Toutefois, à Sainte-Hélène, à nouveau, il l'évoque avec nostalgie à travers quelques phrases célèbres du mémorial que je vous cite. Nous sommes le 29 mai 1816. La conversation, écrit Lascaz, est tombée sur la Corse et y est demeurée plus d'une heure. La patrie est toujours chère, disait l'empereur. La patrie. Corse. La Corse avait 1000 charmes et il en détaillait les grands traits, dont la coupe hardie de la structure physique. Il disait que les habitants insulaires ont toujours quelque chose d'original par suite de leur isolement. Et il continue. Tout y était meilleur. Il n'était pas jusqu'à l'odeur du sol même. Elle eût suffi pour le deviner les yeux fermés. Il ne l'avait trouvé nulle part ailleurs. Ainsi, dans ces derniers mots de Sainte-Hélène, la Corse revient en force et Lascaz, qui a arrangé certains propos de Napoléon, n'a sûrement pas inventé cela. Napoléon, c'est l'inventeur de la France moderne avec ses institutions, son armée. C'est l'empereur d'une Europe presque entièrement sous sa domination. Mais c'est avant tout l'enfant d'une Corse qu'il n'a jamais oublié. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean Tullard, pour cette communication très éclairante et évidemment très riche. Hein. C'est vrai que je recommanderais à mon tour de se pencher notamment sur ce texte incroyable, cette nouvelle Corse, hein, donc, qui est un document vraiment très étonnant. Alors, non pas tellement par ses qualités littéraires, mais surtout par ce qu'il nous dit de l'état d'esprit de Napoléon à l'époque. Effectivement, il est très peu connu d'ailleurs, ce texte. Hein. Il n'est pas très connu, mais il est vraiment très, très intéressant. Bien sûr, tout ce qu'il a écrit à cette époque-là est intéressant à consulter. Mais véritablement, Nouvelle-Corse, il y a aussi la description des militaires qui occupent le pays. Et c'est vrai que la façon dont il décrit cette arrivée des militaires, bon, bien entendu, hein, c'est une armée qui arrive dans un pays, et ici comme ailleurs, les choses ne se font pas dans la douceur.
Et ce qu'il décrit, hein, les villages qui brûlent, bon, c'est véritablement les mêmes images que l'on retrouve dans les textes qui ont été écrits par les Corses de l'époque. Je pense notamment à Nobili Savelli, qui était un proche de Paoli. Donc c'est vraiment le même imaginaire qui est relatif à la conquête française de la Corse. C'est le même imaginaire qui est à l'œuvre chez les proches de Paoli et chez Napoléon Bonaparte, et qui est écrit pourtant avec plusieurs dizaines d'années de décalage. Voilà. Alors, je dois vous donner connaissance donc des questions qui sont posées par les internautes. Alors, Frédéric nous demande, peut-on dire que Napoléon a été indépendantiste corse? Alors, je vous y avais répondu, hein, de manière très claire, mais indiscutablement. Indiscutablement, Paoli est son modèle. Donc, il est pour l'indépendance de la Corse, d'abord contre les Génois et ensuite contre la monarchie française. Et on voit très bien qu'il se veut corse, même s'il est officier dans une garnison française. Ce n'est pas la France qui l'occupe, ce ne sont pas les événements de la Révolution. J'entends pour le début de la Révolution, car ensuite ça va changer, évidemment, ça va complètement changer. Mais jusqu'en 1792, il est corse pour l'indépendance de la Corse. Simplement, il trouve peut-être que Paoli va trop loin dans certains cas. Il souhaiterait peut-être une indépendance moins brutale, mais il est indépendantiste. Alors, Annalie nous demande qu'y a-t-il de Corse dans son œuvre politique d'empereur des Français? Ça, c'est une question difficile. Là, c'est une question très difficile parce que c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que je ne suis pas corse. Donc, je ne peux pas trouver dans le comportement de Napoléon ce qui est corse et ce qui ne l'est pas. En réalité, effectivement, on ne le sent pas corse. Alors, qu'est-ce qui resterait le corse? Peut-être des colères qu'il fait. Mais non, véritablement, dans son œuvre, et je dirais même que il ne favorise pas la Corse. Je n'ai pas parlé, puisque nous parlions que des écrits de jeunesse, c'était mon seul sujet, je n'ai pas parlé de Napoléon et la Corse. Je me suis limité à cette période très curieuse, très intéressante, où il traverse un amour de la Corse très profond. Et ensuite, il faudra reprendre la Corse, il faudra la reprendre aux Anglais. Il faudrait donc qu'il y aura ensuite une répression. Il y aura une répression menée par le général Morand, très dure. Et puis, il y aura donc cette organisation administrative, où il envoie Milito et autres. Et il n'ira jamais empereur, il n'ira jamais en Corse. Il visite des départements français, mais il ne visite pas la Corse. Alors, il y a une raison, outre que le fait qu'il n'a pas beaucoup de temps, que la Corse ne répond pas à une position stratégique pour lui, qui est plutôt engagé dans les affaires continentales. Il y a aussi une raison, c'est que la Méditerranée n'est pas sûre, que les Anglais la dominent, donc cela peut expliquer qu'il ne soit pas allé en Corse. Il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'en 1815, 1814, lorsqu'il abdique, on lui propose une principauté. Et donc, il aurait pu, à ce moment-là, plutôt que l'île d'Elbe, ne présente pas un grand intérêt, demander la Corse. Et Tsar Alexandre la lui aurait accordé certainement. Il refuse, dit-on, parce qu'il ne veut pas que la Corse soit détachée du royaume de Louis XVIII. C'est l'inverse de ses écrits de jeunesse. Vous voyez donc, bon, la Corse, vous me demandez ce qu'il y a de Corse dans Napoléon, c'est extrêmement difficile parce qu'il change énormément, puisqu'il arrive même à se contredire. Mais il n'en reste pas moins qu'il est corse et qu'indiscutablement, c'est un Corse. Peut-être pourrait-on, dans son action, hein, rapprocher notamment la politique religieuse de Napoléon, qui est une politique, je dirais, de recul par rapport je dirais, à la démarche de la Convention et de la Révolution française, c'est-à-dire, bien sûr, une sécularisation, mais sans anticléricalisme. Ça ressemble quand même beaucoup à la politique qui avait été mise en œuvre par Paoli au moment Oui. où il était chef d'État. Et puis peut-être aussi sa politique juive, hein, d'intégration des Juifs à l'État,
qui est exactement la politique de Paoli, hein, qui les a intégrés, y compris en leur donnant le droit de vote, d'ailleurs, de façon tout à fait explicite. Hein. On a des textes à cette... Donc, il y a sans doute un travail à poursuivre sur ces thématiques, je crois. Oui, il y a d'ailleurs un livre, Napoléon et Jésus, qui a été publié récemment, Oui. qui est, je crois, un prix du Mémorial Corse, et, qui est très éclairant sur ces rapports entre Napoléon et la religion. Et puis il y a le cardinal Fesch, qui lui a aussi l'a influencé. Donc, par opposition au thermidorien, qui avait voulu la séparation de l'Église et de l'État, lui a voulu séculariser le clergé, en faire un clergé de fonctionnaires. Il y avait surtout la volonté de l'avoir sous la main et comme ça de pouvoir faire pression sur ces sujets. Oui, d'ailleurs, nous allons recevoir Madame Raffaelli, hein, donc, qui a écrit donc, Napoléon et Jésus, tout à fait, tout à que nous fait. venons Alors, de couronner à l'Académie des sciences morales et politiques, qui du est, prix Georges. c'est vrai, un très bel ouvrage. Alors, Robert nous dit, alors ça c'est la question qui revient régulièrement à l'occasion de nos conférences, fallait-il célébrer Napoléon à l'occasion du bicentenaire alors qu'il a été la cause de nombreux morts? Bon. Alors, c'est donc le problème de Napoléon, seigneur de la guerre, seigneur de la guerre. Oui, si c'est le prétexte qui est invoqué. Je rappelle que ce n'est pas Napoléon qui engage la guerre. En 1805, qui attaque? C'est l'Autriche, qui va être punie à Austerlitz. Mais c'est l'Autriche qui a attaqué la première. En 1806, c'est la Prusse qui attaque la première et qui sera défaite à Iéna, appuyée par les Russes. En 1809, c'est l'Autriche qui attaque la première et qui va être vaincue à Wagram. Ce sont les rois qui attaquent la France de la Révolution et de l'Empire. La campagne de Russie, elle a sa justification dans la mesure où en 1811, déjà le tsar, qui est très inquiet des projets de Napoléon sur la Pologne, a massé des troupes à la frontière du duché de Varsovie. Et donc 1812, c'est la réplique à cette menace de 1811. Toutefois, il y a une faute indiscutable de Napoléon, c'est l'affaire d'Espagne. Là, alors que la Révolution avait proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, là, il impose de lui-même, sans justification, il impose son frère, Joseph, à la place des Bourbons. Mais même là, il y a qu'on peut quand même justifier Napoléon, dans la mesure où il apporte à l'Espagne les idées de la Révolution. C'est lui qui va détruire la féodalité espagnole, c'est lui qui va détruire l'Inquisition, c'est lui qui va ouvrir l'Espagne aux idées libérales et il va rencontrer des partisans, les afrancesados, Moratín, Goya lui-même, qui vont soutenir cette politique libérale qui allait et qui devait modifier l'Espagne et que, bien entendu, le roi Ferdinand va interrompre. Donc, on peut considérer qu'on a le droit de célébrer Napoléon si on veut voir en lui un simple guerrier. Non, il est attaqué et c'est la continuation des guerres de la Révolution. La preuve, c'est qu'on parle de troisième et de quatrième coalition. Et c'est même plus loin, c'est la continuation des guerres de Louis XIV avec l'Angleterre. Donc, il est un seigneur de la guerre, mais il y a un héritage, on l'attaque et il se défend. Merci. Alors, dans le même fil, Antoine Jean demande, Napoléon a rétabli l'esclavage. Comment peut-on le célébrer? Donc là, effectivement, il y a ces contestations que l'on voit ressurgir régulièrement et notamment à l'occasion du bicentenaire. Alors, L'esclavage. l'esclavage. Bon. Je rappelle que Napoléon est le disciple de l'abbé Raynal. De l'abbé Raynal qui a voulu l'abolition de l'esclavage, qui a voulu la décolonisation. Il est hostile au colonie. L'abbé Raynal, il est vraiment ultra-moderne aujourd'hui. On ne le rédite pas, mais on a tort. Et donc, c'est le maître à penser du jeune Bonaparte. Nous avons parlé de la Corse, mais dans ses écrits, il fait l'éloge de l'abbé Raynal et le discours à l'Académie de Lyon, qui ne traite pas de la Corse, donc nous l'avons laissé de côté, est dédié à l'abbé Raynal, ainsi qu'à Rousseau lui-même aussi hostile à l'esclavage. Ce qui se passe, c'est que quand Bonaparte arrive au pouvoir,
la Révolution française la Convention avait supprimé l'esclavage en 1794. En 1794 seulement, alors que la Déclaration des droits de l'homme est de 1789, ce qui vous montre que on hésitait beaucoup à supprimer l'esclavage parce que les colonies des Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, nous fournissaient cette denrée si précieuse, le pétrole d'aujourd'hui, c'est-à-dire le sucre. Et les plantations ne pouvaient fonctionner, pensait-on, qu'avec des esclaves. Donc, Napoléon va en 1802 rétablir, dit-on, l'esclavage. Que se passe-t-il exactement? L'esclavage a été aboli à la Guadeloupe et à Saint-Domingue, pas à La Réunion. Contrairement à ce qu'on pense, La Réunion n'a pas appliqué l'abolition de l'esclavage. L'esclavage est toujours en place à La Réunion. D'autre part, voilà que la paix est signée avec l'Angleterre en 1802, c'est la paix d'Amiens, et l'Angleterre nous rend la Martinique qui lui appartenait, qu'elle avait prise, et où l'esclavage n'avait pas été supprimé, les Anglais n'ayant jamais supprimé l'esclavage. Bonaparte se trouve avec d'un côté la Guadeloupe et Saint-Domingue où l'esclavage a été aboli et où le désordre est particulièrement grand depuis que l'esclavage a été aboli, car c'est tout à fait récent et les plantations donc sont un peu à l'abandon, il y a du relâchement, c'est la pagaille de désordre. Et de l'autre, vous avez la Martinique, où l'esclavage a été maintenu par les Anglais et où les plantations sont en bon état. Enfin, ça fonctionne à peu près, ça fonctionne bien surtout sous la houlette anglaise. Il y a donc des colonies où il n'y a pas d'esclavage et des colonies où il y a l'esclavage. Donc, il faut choisir. Après longue hésitation, Bonaparte va choisir. Il va choisir quoi? Dans ce fameux décret de 1802 que les gens ne lisent pas, le fameux décret dit l'abolition de l'esclavage, il n'abolit pas l'esclavage. Il maintient l'esclavage à la Martinique et à la Réunion où finalement l'abolition n'avait pas fonctionné. Et il maintient la traite. Et il dit, eh ben, pour le reste, on fera par décret. Jamais, dans ce fameux décret de 1802, il ne dit qu'il rétablit l'esclavage à la Guadeloupe ni à Saint-Domingue. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est que il faut rétablir l'ordre à la Guadeloupe, et donc il envoie un général particulièrement violent, qui a du mal à rétablir l'ordre et qui se tourne vers Paris et à ce moment-là demande le rétablissement de l'esclavage. Et l'esclavage est rétabli, mais pas en 1802, il est rétabli, et pour un temps relativement limité, puisque les Anglais vont nous refaucher les Antilles. Quant à Saint-Domingue, on a envoyé le beau-frère de Napoléon, le général Leclerc, pour établir l'ordre là aussi. Et bien, c'est la guerre civile, c'est une guerre atroce, épouvantable, des atrocités des deux côtés, mais surtout du côté des insurgés, mais à aucun moment, ni lui, ni Leclerc, ni Rochambeau ne rétablissent l'esclavage à Saint-Domingue. Donc vous voyez que c'est très ambigu, on dit rétablir l'esclavage, et regardez, bon, d'accord, regardez ce qui se passe au même moment. L'Angleterre n'a pas aboli l'esclavage à la Martinique, elle ne l'abolit pas dans ses colonies. Toutes les puissances européennes qui ont des colonies ont des esclaves. Les États-Unis, Washington, l'amiral Washington, il a des esclaves. L'esclavage est aux États-Unis. Quand les États-Unis viennent nous donner aujourd'hui des leçons, ils devraient regarder de leur propre côté. Il y a les États barbaresques. Il y a plusieurs centaines de milliers d'esclaves chrétiens dans les États barbaresques. Donc, oui, c'est dans le contexte de l'époque. Napoléon n'a pas le sentiment qu'il faut à tout prix abolir l'esclavage. Ça a été une idée généreuse de l'abbé Grégoire, et effectivement, l'abbé Grégoire va faire la tête lorsqu'on va rétablir l'esclavage. Je signale que l'abbé Grégoire est membre de la classe des sciences morales et politiques à l'Institut.
je suis son héritier dans la mesure où je n'aime pas son fauteuil, mais je suis également de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, l'abbé Grégoire ayant manifesté son mécontentement, ayant aussi l'académie, enfin la classe à l'époque, ce n'est pas encore une académie, la classe des sciences morales à l'Institut est tenue par les idéologues qui sont eux-mêmes non seulement pas favorables à l'esclavage, mais surtout hostiles au concordat. Ils sont hostiles à la religion chrétienne, et donc ça les choque profondément. Eh bien, Bonaparte va supprimer à l'Institut la classe des sciences morales et politiques. Elle ne sera rétablie qu'en 1832 par Guizot, et donc dans les 5 académies qui constituent l'Institut, la classe de l'Académie des sciences morales et politiques n'arrive qu'en dernier. N'arrive qu'en dernier parce que Grégoire s'était insurgé contre l'esclavage. Alors vous voyez qu'héritier des idéologues, j'ai le droit de dire, eh ben, de défendre Napoléon et de dire qu'il faut replacer les événements dans le contexte historique. Il ne faut pas juger des événements d'hier à la lumière d'aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Et le rétablissement de l'esclavage, qui n'a pas encore été véritablement fait en 1802, c'est le général qui l'avait envoyé combattre, rétablir l'ordre à la Guadeloupe, qui est lui qui rétablit l'esclavage. Ah, c'est vrai qu'il faut toujours replacer les choses dans leur époque et leur complexité, mais on peut quand même vraiment, là, regretter qu'il n'ait pas été fidèle sur ce point à ses engagements de À l'abbé jeunesse, comme Raynal. lecteur de l'abbé Raynal. Je crois que l'abbé Grégoire, qui a écrit des choses qui nous supportent sur la question que l'on appelle aujourd'hui des langues régionales et minoritaires, auxquelles il n'était manifestement pas favorable, sur cette question de l'esclavage, qu'il était manifestement dans le vrai, et ça demeure malgré tout une tâche sur le parcours de Napoléon Bonaparte, comme d'ailleurs, s'agissant de la Corse, l'envoi du général Morand, qui a été un véritable tortionnaire. Oui, Voilà. je vous l'ai dit, ça. Ça Je fait vous l'ai partie. dit que, non, je vous l'ai dit que Ils en deviennent faisant difficilement défendables sur ce faisant cet chapitre. exposé sur la Corse, je vous ai montré comment jeune, il est tout à fait en faveur de l'indépendance de la Corse, comment il condamne la répression génoise, comment il condamne les officiers français Louis XVI, et puis ensuite comment, à son tour, il va. Donc là, il y a aussi une contradiction entre l'élève de l'abbé Raynal qui accepte que l'esclavage soit, je dirais, maintenu plus que rétabli, mais, et puis la Corse, il se contredit souvent. C'est le propre des grands hommes. Regardez le nombre de grands hommes qui se sont trompés et qui ensuite rechangent de politique. Je ne Alors, citerai pas d'exemple. Je ne citerai pas d'exemple. il y a des exemples qui sont Oui, plus récents, sans doute. suivez mon regard. Alors, la dernière question donc, est posée par André. André qui vous demande, Napoléon a-t-il été le continuateur de la Révolution française ou celui qui y a mis un terme? C'est une question qui revient souvent et Oui. qui peut être aussi un petit peu la conclusion de notre conférence d'aujourd'hui. Oui. On savait, quand la Révolution a éclaté, qu'elle serait terminée par un général victorieux. On le savait à cause de l'Angleterre, c'est l'exemple de la Révolution anglaise du XVIIe siècle, qui commence par une révolte, puis le roi est décapité, et puis la dictature de Cromwell, et finalement le général Monk rétablit la monarchie. Donc on savait que ça finirait comme ça, et donc Lafayette d'abord, Dumouriez ensuite, puis Pichegru ont cru qu'il serait le général Monk. Arrive le coup d'État de Brumaire. Le coup d'État de Brumaire marque un temps d'arrêt dans l'évolution de la Révolution. Elle ne va pas jusqu'au bout, elle consolide le pouvoir des bourgeois. Mais les conquêtes de la Révolution, quelles sont-elles? L'égalité, la destruction de la féodalité, la vente des biens nationaux, une certaine liberté de pensée. Lorsque Napoléon est proclamé empereur, lors du sacre, le 2 décembre 1804, après une cérémonie religieuse où personne n'a très pris au sérieux, il faisait un froid épouvantable à Notre-Dame, et on va dire que de Murat à Talleyrand, une fois
ardente animait les gens lors de cette messe présidée par Pie VII. Une fois la partie religieuse finie, on pousse Pie VII vers la sacristie, et à ce moment-là, sur les évangiles d'ailleurs, Bonaparte, devenu Napoléon, prête serment. Il prête serment de défendre les conquêtes de la Révolution. Il prête serment qu'on ne touchera pas au principe de l'égalité, même s'il rétablit la noblesse d'Empire. Je rappelle que cette noblesse n'est pas héréditaire sauf majorat, et que les nobles paient des impôts comme les autres. Ils n'ont pas la noblesse d'Empire n'a pas de privilèges comme en avait la noblesse ancienne. Donc il maintient le principe de l'égalité, il maintient le principe de la destruction de la féodalité, de ces droits féodaux qui pesaient selon les régions plus ou moins de façon importante sur les paysans, et ce qui avait entraîné la révolte du 4 août, et il consacre la vente des biens nationaux, c'est-à-dire l'avènement d'une nouvelle bourgeoisie qui a acheté à bas prix, comme le père Grandet, ses biens d'église et puis ses quelques biens de nobles. Donc, les conquêtes de la Révolution, il dit bien qu'il n'y touchera pas et il ne touche pas. Si il n'avait pas fait le coup d'État du 18 Brumaire, ce coup d'État allait être fait par Hédouville avec l'appui de Barras, et on aurait à ce moment-là restauré Louis XVIII. Le Louis XVIII de la proclamation de Vérone, où il annonce qu'on va revenir à la monarchie absolue, qu'on va revenir à la société d'Ancien Régime, bref, on va nier la Révolution. Le coup d'État de Brumaire empêche ce coup d'État royaliste, et par conséquent, les conquêtes de la Révolution sont sauvées. Et puis alors voilà qu'en 1814, Talleyrand va restaurer Louis XVIII. Mais le Louis XVIII restauré n'est plus le comte de Provence de 1799. Il accepte la monarchie constitutionnelle, il accepte le principe d'égalité, il n'y aura plus de privilèges pour la noblesse, il accepte la destruction de la féodalité, il reconnaît la vente des biens nationaux. Et en 1815, quand cette fois c'est Fouché qui restaure Louis XVIII, la charte continue à entrer en vigueur, c'est-à-dire que Louis XVIII ne touche pas aux conquêtes de la Révolution. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que Napoléon ait détruit la Révolution française. Il a au contraire sauvé dans la mesure où ces conquêtes essentielles ont été préservées par précisément le coup d'État de Brumaire. Donc Napoléon est l'héritier de la Révolution française. Et il va le dire et le répéter à Sainte-Hélène dans ses fameuses proclamations sur le triomphe des idées de la Révolution, des idées libérales, propos que probablement il a tenus, enfin on ne sait pas trop, qu'on lui attribue Lascaz parce que c'est très commode dans le mémorial de 1823, car les idées révolutionnaires, les idées libérales sont battues en brèche par la Sainte-Alliance. Et donc, les idées révolutionnaires sont traquées partout par les souverains coalisés depuis le Congrès de Vienne dans la Sainte-Alliance. Et si Napoléon peut parler et se présenter comme l'héritier et le défenseur de la Révolution, c'est qu'il est précisément prisonnier à Sainte-Hélène de la Sainte-Alliance. Donc, vous voyez que Napoléon est bien l'héritier de la Révolution. Certes, il a empêché qu'aille plus loin, peut-être, dans les idées de Babeuf et autres, il la consolide avec la bourgeoisie grande triomphatrice de cette révolution, mais il ne touche pas aux conquêtes essentielles. Merci. Alors, il me reste donc à remercier chaleureusement Jean Tullard pour cet exposé et ces réponses tout à fait passionnantes hein, dans leur complexité aussi, hein, cette prise en compte de la complexité des choses de la politique et de l'histoire est tout à fait indispensable. C'est vrai que on a souvent dans les débats, je dirais, des positions qui sont extrêmement tranchées, souvent procédant un petit peu de la pensée simplifiante. Et ce soir, ça n'a vraiment pas été le cas. Donc, vraiment, merci Jean Tullard. À bientôt, je pense, pour poursuivre ces échanges, peut-être à l'université ou avec l'Université de Corse qui travaille hein, sur ces questions-là, sur Napoléon et la Corse, sur Paul et Napoléon. Donc, il y a donc des travaux qui sont en cours, une publication d'ailleurs qui est prévue
une première publication qui est prévue dans les semaines à venir, et puis une publication de les actes de ces conférences donc, qui sont liées à la commémoration de la mort de Napoléon Bonaparte. Donc, merci à vous, merci bien entendu à à celles et ceux qui ont suivi cette conférence. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, nous recevons Éric Anceau. Donc, nous vous donnons rendez-vous donc mardi prochain à la même heure pour la conférence, donc la conférence, la 11e, la 12e, je crois, conférence Napoléon Bonaparte, la Corse. Merci Jean Tullard et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président, et qui me réjouis d'avoir pu parler devant le public d'Ajaccio, enfin, dans des conditions techniques. Ah, si Napoléon avait eu ça, je pense que la face de l'Empire aurait été changée. Et merci aux techniciens et merci à l'équipe. Merci, merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette conférence puisse se tenir, les techniciens, bien sûr, le cabinet de la présidente de l'Assemblée de Corse et également notre secrétariat général. Merci, merci à toutes et à tous. À bientôt, à la semaine prochaine.